Bienvenue pour ce nouveau numéro de Crime. Crime qui s'installe aujourd'hui dans la région Midi-Pyrénées. La région Midi-Pyrénées est la deuxième région la plus peuplée de France avec 8 départements. Et nous allons vous raconter ce soir 3 faits divers qui se sont déroulés ici. Une nuit de juillet 2009, c'est toute la vie d'une famille qui va basculer dans l'horreur. À Colomiers, peu avant 2 heures, un homme meurt dans le salon de sa maison, tué de 6 coups de couteau. Il voulait protéger sa famille, sa maison. Alcool, inconscience et effet de groupe, voici l'équipée mortelle de plusieurs agresseurs en série. Pour moi maintenant, mon papa c'est un peu mon héros, il est parti comme un super-héros, il a sacrifié sa vie pour nous. Le 11 mai 2012, un squelette est découvert par un promeneur dans un sous-bois. Les analyses ADN permettent d'identifier le corps de Kevin Cellier, 19 ans, originaire de Pamiers, disparu fin mars. Le jeune homme est connu pour divers vols et petits trafics. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse imaginent alors un règlement de compte sur fond de drogue. Mais vous allez voir que la vérité est tout autre et qu'elle fait froid dans le dos. Il lui a dû lui faire quelque chose, mais tellement. Il lui a fait quelque chose d'horrible, parce qu'il lui a fait quelque chose d'horrible. Qu'il a blessé, qu'il l'a détruite. Le 14 février 2011, Patricia Bouchon part faire son jogging. Elle ne reviendra jamais vivante. Elle a 49 ans et non loin d'un petit chemin de terre à l'entrée de Bouloc, la joggeuse a été victime de coups violents portés au visage. Son corps a été retrouvé 6 semaines plus tard dans un fossé gorgé d'eau. L'autopsie a révélé d'importantes traces de coups, dont certains mortels, qui lui ont brisé les vertèbres cervicales et le crâne. La victime avait un gant en latex au fond de la gorge. Elle n'avait pas beaucoup de relations sociales, donc de par sa timidité aussi, je pense. Donc non, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un puisse lui en vouloir. 18 juillet 2009, nous sommes ici dans la région Midi-Pyrénées. 4 jeunes âgés de 23 à 26 ans vont former une équipée diabolique. Dans un premier temps, ils vont s'attaquer à 3 hôtels. Ils vont ainsi récupérer quelques dizaines d'euros. Mais cela ne leur suffit pas. Ils vont ensuite partir à Colomiers. Et là, c'est à une villa qu'ils vont s'attaquer. Ils vont rentrer dans la villa, mais le propriétaire est là et il ne va pas se laisser faire car il souhaite protéger à la fois sa femme et ses 3 enfants. Une bagarre va éclater, l'homme va recevoir 6 coups de couteau, il ne s'en remettra jamais. Mais qui sont ces jeunes? Pourquoi ont-ils attaqué à la fois cette villa et à la fois ces hôtels? Voici un document, c'est une enquête inédite pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'un père, prêt à tout pour protéger sa famille. Pour moi maintenant, mon papa c'est un peu mon héros, il est parti comme un super-héros, il a sacrifié sa vie pour nous. En Haute-Garonne, à quelques kilomètres de l'agglomération toulousaine, nous sommes à Colomiers, une petite ville tranquille de 35 000 habitants, réputée pour sa douceur de vivre. Le vendredi 17 juillet 2009, il est aux alentours d'1 h du matin, dans le quartier Gramont, une zone pavillonnaire, lorsqu'une voiture se gare à côté de l'un des pavillons de quartier. Ils sont 4 dans la voiture. 4, il n'y en a que 3 qui vont descendre. Et là j'ai entendu des bruits de verre. Donc au début je me suis dit c'est ma soeur qui est rentrée. Elle a encore pété un truc parce qu'elle est maladroite. À l'étage de la maison, Pascal Orvin est réveillé par ces bruits de verre. Ce père de famille de 3 enfants descend sans se poser la moindre question. Ils pénètrent dans la maison et à peine ont-ils pénétré dans la maison que déjà Pascal Orvin se lève et hurle « Ici on est chez moi, on ne cambriole pas ». Monsieur Orvin, saisi dans son sommeil, a le double souci de faire fuir non seulement des cambrioleurs, mais sans doute dans son esprit, des gens qui ont l'audace d'intervenir dans une maison occupée et qui peuvent éventuellement s'en prendre aux membres de sa famille. J'entends par là sa femme et ses filles. Donc il a essayé de les faire fuir, mais au lieu de fuir, les autres sont devenus très agressifs. Une violente altercation éclate entre Pascal Orvin et les cambrioleurs.
Mais le père de famille n'est pas seul. Sa femme, Patricia, également réveillée par les bruits de verre, observe depuis l'étage la scène. Là, j'ai entendu elle est où la femme? Elle est où la femme? Alors elle s'en va, Madame Orvin, quand elle voit que son mari la protège. Elle fait le tour de la maison. Alors que Patricia Orvin sort de la maison, paniquée, et tente de joindre la police, sa fille, Mathilde, restée à l'étage, s'est enfermée à double tour dans sa chambre. J'ai pris mon portable, j'ai appelé le 17, ça répondait pas, ça a mis 30 ans, j'ai raccroché, j'ai re-rappelé. Et donc là, je leur ai dit qu'on était en train de se faire cambrioler. Ça se joue vraiment en poignée de minutes. Au bout de 5 longues minutes, les cambrioleurs quittent en courant le domicile de la famille Orvin sous les yeux de Patricia, qui s'était cachée à l'extérieur. Elle les voit partir. C'est elle qui nous dira, à juste titre, qu'il n'y en avait pas qu'un dans la maison, mais il y en avait 2 autres, c'est-à-dire qu'ils étaient 3, le dernier étant dans la voiture. Leur fille, Mathilde, qui s'est aperçue que les agresseurs venaient de prendre la fuite, descend et se retrouve alors face à une scène d'une rare violence. Son père gît inanimé sur le sol de la cuisine. Je suis descendue, j'ai trouvé mon père, j'ai appelé le SAMU. La police est arrivée, je crois, et après, je sais plus. Ils nous ont pris avec ma mère, ils nous ont mis ailleurs. Et on a attendu une demi-heure, je crois. Et on nous a dit qu'ils n'avaient rien pu faire, quoi, les SAMU. Ils n'ont rien pu faire. La vie de cette famille a donc basculé en une poignée de minutes. Pourquoi ce cambriolage a-t-il tourné au massacre? Qui sont les auteurs de ce meurtre sauvage? Dans le quartier de Gramont, il est 2 heures du matin lorsque les policiers arrivent chez les Orvin. Initialement alertés pour un cambriolage, ils constatent, impuissants, le décès de Pascal, avant de prendre en charge Patricia et sa fille Mathilde. Les 2 femmes sont en état de choc. La fille et la maman étaient dans une situation extrêmement préoccupante au niveau du stress. Imaginez quand vous êtes chez vous tranquillement et que la verrière est fracassée, que vous voyez passer par la fenêtre des énergumènes cagoulés avec des couteaux à la main, vous êtes en droit d'être brusquement et soudainement préoccupé. Dans un premier temps, le travail des enquêteurs de la police toulousaine va consister à mettre en confiance les 2 femmes afin de recueillir leurs témoignages. Ils ont fait leur travail avec brillance, on va dire. Après avoir repris ses esprits, Patricia livre un témoignage qui va s'avérer capital pour l'enquête. C'est le témoignage très, très complet de Madame Orvin qui va permettre de définir approximativement la responsabilité de chacun. 1 dans la voiture, 3 qui, à la queue leu-leu, pénétreront dans la maison, et 3 qui, forcément, à la queue leu-leu, sortiront de la maison. Les visages des agresseurs de son mari, elle ne les oubliera jamais. J'étais sur le côté de la maison. J'en ai vu 2 rentrer et j'en ai vu 2 sortir. Mais pas les mêmes. Enfin, pas les mêmes. Il y avait un, c'était le même. Mais après, c'était pas les mêmes. Il y en avait 2. Donc ça veut dire qu'ils étaient 3 dans la maison. Parallèlement aux auditions des 2 femmes, la police scientifique procède aux premières constatations sur la scène de crime. Le salon et la cuisine de la famille Orvin sont totalement saccagés. La grande quantité de sang laisse entrevoir un scénario d'une rare violence. Monsieur Orvin, il a tenté de défendre sa famille. Il y a une lutte qui s'engage et elle est fatale pour Monsieur Orvin. Tout ce qu'on sait, c'est que lui a été frappé de 6 coups de couteau, en 2 mortels. Pour les enquêteurs, la scène de crime montre que jusqu'au bout, Pascal Orvin a fait preuve d'un courage sans faille pour défendre sa famille. C'est un type qui, tout le monde le dira, qui a le cœur sur la main, qui est toujours là pour ses amis. C'est un ancien rugbyman, c'est un type chaleureux, un bosseur et qui s'est fait tout seul. Et sa maison, il venait d'aménager dans cette maison. Elle n'était pas encore tout à fait terminée. C'était sa maison, c'était son coin à lui
pour sa femme et ses enfants, et c'était sûrement très très important. Pascal était un vrai père de famille qui vivait quotidiennement avec l'envie de mettre à l'abri et de protéger ses proches. Thierry était l'un de ses amis. Pour lui, peu d'hommes avaient son envergure. Il avait le rôle de père de famille, il a défendu tout le monde, il a protégé tout le monde pour pas qu'il y ait qu'ils aient de soucis. Bon, tout ça en le payant de sa vie. À 46 ans, Pascal dirigeait une entreprise. Aimé et apprécié de tous, il part en laissant un énorme vide derrière lui. Il a toujours été présent. C'était un papa formidable. Pour moi maintenant, mon papa c'est un peu mon héros. Il est parti comme un super-héros, il a sacrifié sa vie pour nous. Tout semble indiquer que Pascal serait mort gratuitement lors d'un cambriolage. Mais pour les enquêteurs, l'histoire va s'avérer moins simple qu'elle n'y paraît. La maison des Orvin a-t-elle été choisie au hasard? Qui sont les auteurs de ce crime odieux? Une information de taille va donner une nouvelle tournure à l'enquête. Une série de braquages d'hôtels a eu lieu la nuit du drame. Des braquages au cours desquels un véhicule a été formellement identifié. Il s'avère que cette voiture correspond à celle vue par Madame Orvin devant chez elle. Les enquêteurs ont à présent un numéro d'immatriculation correspondant à un nom, celui de Jérémy Desbarat. La police va très vite remonter l'information parce qu'il y a effectivement des réceptionnistes d'hôtels et des témoins qui ont donné la plaque numérologique de la voiture de Jérémy Desbarat. Partant de là, on va commencer, comme on dit dans le jargon, par loger Jérémy Desbarat, que les enquêteurs, que le CRPJ va attendre à son domicile avec ses parents. Lorsque Jérémy rentre chez lui vers 4 h du matin, les enquêteurs l'attendent de pied ferme. Ils perquisitionnent immédiatement son véhicule et découvrent des traces de sang sur la banquette arrière, ainsi que l'étui d'un couteau dissimulé dans le coffre. Placé en garde à vue, il ne tarde pas à se mettre à table et dénonce ses deux complices toulousains, ses amis, Cédric et Samuel. Partant de là, il va commencer à parler. On va très vite, le lendemain matin, trouver Cédric Zaquelin et mon client qui, effectivement, quand il va revenir en fin de matinée à son domicile, sera déjà pisté, est en filature et il va être interpellé au pied de son appartement. Jérémy, Cédric et Samuel sont tous placés en garde à vue. S'engage alors un face-à-face musclé dans les bureaux du SRPJ. Au bout de quelques heures, épuisés, les trois amis dépassés par la situation finissent par donner le nom du quatrième protagoniste. Il s'appelle Jérémy Bagassien, vit à Paris et aurait tenu le rôle de leader dans cette expédition meurtrière. Jérémy Bagassien, il va être arrêté à Paris, à la gare du Nord, 5 jours après les faits. Donc très rapidement, les policiers le piègent, ils lui fixent un faux rendez-vous. Et ce garçon va tout de suite dire « je n'y suis pour rien ». Dès son arrestation, Jérémy Bagassien est très agressif. Il prétend ne rien savoir de cette histoire et nie tout en bloc. Il va même jusqu'à nier qu'il est venu à Toulouse, alors que c'est complètement... ça ne résiste pas à la simple analyse du dossier, puisque tout le charme... Bagassien nie, alors qu'il a été formellement reconnu dans les vidéos de surveillance de la gare de Toulouse. Mais ce n'est pas tout. Avec son téléphone, on avait vite compris qu'à tout le moins, il était sur Toulouse. Et puis après, il y a eu l'ADN, in fine. Donc ça, c'est une preuve qui est irréfutable, plus toutes les versions de toutes les personnes, de tous les intervenants dans ce dossier qui disaient qu'il était présent ce jour-là. Contrairement aux trois jeunes Toulousains qui mènent des vies relativement ordinaires, Jérémy Bagassien, quant à lui, est connu des services de police. Il a déjà un lourd passif de délinquant. Alors il est un fait qu'il n'y a pas de comparaison possible dans le pédigré entre Jérémy Bagassien qui arrive de la région parisienne et les autres. Sans dire que les autres sont forcément des enfants de cœur, Jérémy Bagassien est en fuite. Il veut se mettre au vert. Il a les services de police qui le recherchent activement
pour des affaires qui ne sont pas des affaires de faible envergure, bien au contraire, ce sont des choses très sérieuses. Malgré ces dénégations, ses complices sont formels. Bagassien s'est imposé comme le meneur le soir du drame. Les enquêteurs pensent alors avoir dénoué les grands traits de cette affaire lorsque Cédric Zachelin, l'un des 3 Toulousains, fait une révélation de taille. Ils n'ont pas choisi le domicile des Orvins par hasard. On sait que Cédric Zachelin, qui est un garçon qui a fait des études, qui travaille, a eu une relation avec une des filles de Pascal Orvin, avec Mathilde, et que sans doute, dans son imaginaire à lui, c'est une maison où il y a de la thune, et ils y vont pour cambrioler. Cédric Zachelin fréquentait depuis plusieurs mois Marion, la fille aînée de la victime. Pour la famille Orvin, cette annonce sonne comme un coup de tonnerre. Il faisait partie de l'entourage de ma fille aînée, qui faisait partie du même groupe de connaissances. Et il était venu la chercher 2 fois devant la maison. Marion, 19 ans, s'effondre sous le poids de la culpabilité. La jeune femme se sent responsable du décès tragique de son père. Pour moi, ma soeur, elle n'est pas coupable, c'est pas de sa faute. Les fréquentations, c'est autre chose. Je pense que quand on connaît quelqu'un, quand on le côtoie, on se dit pas cette personne va pouvoir amener ces gens chez moi. Non, je pense que voilà, c'est pas de sa faute, elle y est pour rien et que on peut pas savoir toutes les intentions des gens. Pour les enquêteurs du SRPJ toulousain, cette affaire prend une autre tournure. La maison des Orvins n'a pas été choisie au hasard. Peut-on alors toujours parler d'un simple cambriolage qui aurait mal tourné? Au SRPJ de Toulouse, plusieurs mois d'enquête ont permis d'établir dans les grandes lignes le déroulé de la nuit du drame. Tout a commencé lors de la soirée du vendredi 17 juillet 2009 à la gare de Toulouse-Matabiau. Zachelin, Desbarat et Raphaël sont des amis. Ils ont l'habitude de se retrouver, de s'amuser. Et ce soir-là, ce vendredi-là, ils se retrouvent pour attendre un quatrième. Ce quatrième, c'est Jérémy Bagassien. Le 4e individu vient pour se mettre au vert à Toulouse, pour mettre de la distance, des kilomètres, avec le 93, où il est, on va dire, interdicité et surtout excessivement recherché pour d'autres infractions. Le train de Bagassien arrive de Paris aux alentours de 22h20. Les retrouvailles se font à 2 pas de la gare et sont allègrement arrosées de rhum et de cannabis. Les esprits s'échauffent vite et les 4 jeunes ne tardent pas à agresser des passants. Tout de suite, il y a un accrochage qui a lieu à la gare avec d'autres usagers. La police ferroviaire intervient. Il y a une petite rixe qui a lieu à ce moment-là qui donne cette intervention. Les choses sont à peu près remises à plat. Après cette série d'altercations, les 4 jeunes continuent de boire et de consommer de la drogue autour de la voiture de Jérémy Desbarat. Quand Jérémy Bagassien, le Parisien, leur propose de passer aux choses sérieuses. Confronté à cet état d'esprit, Bagassien, qui lui est en fuite, va leur dire, dans le cadre d'une expression à la fois simple mais terriblement grave dans les conséquences qu'elle aura, et si au lieu de se bagarrer inutilement, on décidait de faire de l'argent. Enivré par l'alcool et fasciné par le charisme de Bagassien, le phénomène de groupe s'enclenche et les Toulousains acceptent de se livrer à cette expédition crapuleuse. Ils vont commencer par les braquer un premier hôtel à vol d'oiseau, 800 mètres de la gare Matabiau, sur les allées Jean Jaurès, dans le cœur de Toulouse. Ils braquent un premier hôtel. Ils récupèrent quelques dizaines d'euros, rien, mais déjà dans ce premier braquage, c'est assez violent. Ils remontent dans la voiture et se rendent alors à l'est de l'agglomération toulousaine pour braquer un second hôtel. Le bilan est le même, la violence est extrême et le butin dérisoire. Ils remontent encore dans la voiture, ils retraversent complètement l'agglomération toulousaine, ils vont à l'ouest, à Blagnac, pour agresser le veilleur de nuit d'un Formule 1
Ils prennent encore des sommes dérisoires. En tout et pour tout, les 4 braqueurs vont récolter 230 € et 2 téléphones portables. Mais Bagassien, le meneur, veut aller plus loin. C'est alors que Cédric Zachelin va leur proposer de cambrioler une maison. Le groupe, conscient que les risques qu'ils prennent sont dérisoires par rapport au butin qu'ils obtiennent, vont décider de passer à autre chose. Et c'est Cédric Zachelin qui effectivement désignera un quartier de la ville de Colomiers en indiquant que c'est peut-être ici qu'on trouvera des villas avec de l'argent ou en tout cas des objets précieux susceptibles de pouvoir être appréhendés. Il va désigner la rue où figure la maison des Orvins. Avec les vidéosurveillances de la gare, les témoignages des réceptionnistes, il est facile pour les enquêteurs d'identifier le rôle de chacun. En revanche, bien des zones d'ombre subsistent autour du meurtre de Pascal Orvin. Pour déterminer qui est l'auteur des coups mortels, la police va organiser une reconstitution. Tous les protagonistes étaient là, toutes les parties, à savoir les 4 mises en cause et également Madame Orvin qui était là. Ça a été un moment très fort parce qu'il a été fondamental de pouvoir se remettre en situation pour voir ce qui était matériellement possible et matériellement impossible. 1 an, jour pour jour après la mort de Pascal Orvin, tout le monde se retrouve dans la maison familiale. Chacun rejoue son rôle durant les 5 minutes qui ont été fatales à ce père de famille. Et c'est encore et toujours Bagassien qui mène le bal. Quand ils arrivent à Colomiers, dans la zone pavillonnaire où habite la famille Orvin, ils sont 4 dans la voiture. 4, il n'y en a que 3 qui vont descendre. Le conducteur, c'est Cédric Zachelin. Et 3 autres vont s'approcher de la maison, vont s'efforcer de pénétrer dans le salon à partir d'une baie vitrée, que l'entreprise ne se déroulera pas sans mal puisqu'ils vont s'y blesser. La vitre est brisée et notamment Bagassien va être sévèrement marqué par une plaie qui est provoquée par le passage au travers de la baie vitrée et ils vont se retrouver nez à nez avec le propriétaire des lieux. Commence alors une violente bagarre à main nue entre Pascal Orvin et Jérémy. De son côté, Patricia Orvin sort de la maison et c'est là que Jérémy Bagassien entre en scène. C'est finalement Bagassien qui, armé d'une dague récupérée dans le véhicule de Desbarat, a asséné des coups mortels et a atteint effectivement Pascal Orvin de plusieurs coups de couteau. Armé d'une dague de 30 cm, il va porter 6 coups de couteau, dont 2 mortels, au thorax et à l'aine. Des coups décrits par le légiste comme précis et d'une rare violence. Les coups de couteau étaient donnés avec plaisir. D'où cette exaltation. Ah, ce couteau, il est bien aiguisé, il plante bien. Sous-entendu, je ne suis pas venu pour rien. C'est un régal de travailler avec cette arme. La reconstitution permet d'établir que les 3 comparses de Bagassien n'ont pas bougé lors de cette mise à mort. Cette équipée va repartir encore plus vite qu'elle n'est arrivée, en n'ayant quasiment rien dans les mains, puisque de toute façon, le plan a échoué. Les 3 Toulousains, Cédric, Jérémy, Samuel et le Parisien, Jérémy Bagassien, sont mis en examen pour vol à main armée, cambriolage, suivi du meurtre de Pascal Orvin. Tous encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Lors du procès, Bagassien reconnaîtra-t-il enfin sa culpabilité? Le procès s'ouvre à Toulouse le 25 juin 2012, devant la cour d'assises de Haute-Garonne. 3 ans après le drame, les 4 accusés doivent enfin répondre de leurs actes. C'est un événement qui n'a laissé personne insensible et quand on démarre le procès, la salle d'audience est comble, l'ambiance est un peu électrique et tout le monde est un peu suspendu pour voir mais qui sont-ils? Qui sont ces 4 garçons? La famille attendait ce procès depuis plusieurs mois. Elle va enfin se confronter aux auteurs de ce crime odieux. Il fallait que je le fasse. Il fallait que j'arrive à le fixer.
Ils n'ont pas forcément eu tous le cran de regarder. Certains sont amusés à jouer avec leur regard. Je trouvais ça assez drôle. D'oser comme ça regarder les gens, les toiser du regard après ce qu'ils ont fait. Dans le box des accusés, comme lors de la nuit du drame, Jérémy Bagassien tient son rang de meneur. Jérémy Bagassien est devant et les 3 autres sont derrière lui. Comme si quelque part, est-ce que c'était voulu, je ne sais pas, mais on avait déjà voulu inconsciemment mettre en place les responsabilités des uns et des autres. Les autres sont plus dans une attitude d'accablement que lui qui est donc droit, dur et vindicatif dans son attitude. L'audience vient à peine de commencer. Et déjà, Bagassien s'illustre et prend à partie les magistrats. Il apostrophe la salle pour, on va dire de manière résumée, dire qu'il ne reconnaît pas la légitimité de la cour d'assises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un garçon qui n'entend rendre de compte à personne va provoquer, insulter, maudire, convoquer devant le diable. Pire encore, il s'en prend à la famille de la victime. Jérémy Bagassien va insulter Madame Orvin avec une violence terrible, de manière gratuite, parce qu'il ne se passe rien de particulier. Il la regarde et il lui dit « Si tu continues à me regarder comme ça, tu vas retrouver ton fils dans un sac poubelle. » Les mots et l'attitude de l'accusé principal plombent la sérénité des débats. Son avocat va alors tenter de lui redonner un visage humain en appelant sa mère à la barre. Quand sa mère a parlé de son enfance, lorsqu'elle parle de l'abandon du père qui va être totalement idéalisé, quand elle va l'obliger à se plonger dans ses propres souvenirs d'enfance, il va y avoir un moment de flottement et là on a senti qu'il a été touché dans son intimité, mais tout de suite il se sent un peu en une situation de faiblesse, il va reprendre le dessus et il va intimer à sa mère de se taire, l'ordonnant d'arrêter de raconter tout ça, disant que tout ce qu'elle racontait est faux, puis il reprend son cheminement de folie, d'invective, de démonstration théâtrale. En dépit des nombreux rappels à l'ordre des magistrats de la cour, Jérémy Bagassien n'en démord pas et persévère dans l'agressivité. Il a été épouvantable dans son comportement, dans ses insultes. Il est allé au bout de ce qui, pour moi, est un suicide judiciaire. Après 3 jours d'audience, les jurés de la cour d'assises rendent leur verdict. Jérémy Bagassien écope de la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Il paye son attitude. Voilà, on ne peut pas... Comment accorder des circonstances atténuantes après un meurtre sordide, mais en plus, après 3 jours d'audience où il a multiplié les incidents, les insultes et des insultes très violentes. Cédric Zachelin, Jérémy Desbaratz et Samuel Raphaël sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Pour la famille de la victime, c'est un soulagement. Cette semaine a été très difficile et le verdict nous convient, nous sommes satisfaits du verdict. Voilà, je pense qu'il va y avoir appel, mais pour l'instant nous sommes satisfaits. Contrairement à ses 3 complices, Bagassien ne fait pas appel de la décision de justice. Il est incarcéré à la prison Saint-Michel, à Toulouse. Dans l'attente de ce second procès, la famille Orvin tente chaque jour, et tant bien que mal, de se reconstruire. Tant que le livre n'est pas fermé, on ne peut pas passer à autre chose. C'est pas possible. On peut pas... Le temps fait son travail, oui, c'est sûr, le temps fait son travail, mais... J'avais qu'une envie pendant des mois, des semaines, c'était de rejoindre mon mari, d'être près de lui. Pour mes enfants, c'était pas possible, tout simplement. Et un soir, j'aurais fait une promesse, je dis, je promets, je continue de vivre. Pour vous, on va continuer. Le meurtre de Pascal Orvin,
C'est l'histoire d'une violence aveugle qui a marqué tout un quartier de Toulouse, choqué par la mort gratuite de ce père de famille. Didier Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable syndical policier en Midi-Pyrénées. D'abord, comment va la région depuis l'affaire Meyrat qui forcément a marqué les esprits? La région, elle essaye de se remettre de cette énorme affaire qui a touché Midi-Pyrénées, Toulouse en particulier. Et les policiers accusent le coup de ce grand épisode qu'ils ont vécu. La population également, qui a été profondément marquée et meurtrie. Et petit à petit, la vie reprend son cours, on va dire, mais les traces laissées seront toujours indélébiles. C'est quel type de traces qui restent depuis cette affaire Meyrat? Alors, les traces de cet épisode d'une tension extrême pendant la période où Meyrat avait été logé et où effectivement il avait fallu cette période d'assaut. Ensuite, l'apport d'effectifs de CRS, cet épisode où on a eu beaucoup de policiers, des quartiers bouclés et une effervescence d'hommes politiques, de personnalités qui étaient là. En fait, la ville a été pendant quelques jours complètement engourdie et c'est ce qui a le plus marqué la population. Est-ce qu'aujourd'hui, la police ou les gens qui vivent dans cette région ont peur qu'une nouvelle affaire Meyrat se reproduise ? Ah, bien entendu, ça a marqué les esprits à un point où tout le monde imagine que les faits peuvent se reproduire. Et d'ailleurs, les commentaires qui peuvent avoir lieu ici ou là laissent toujours planer de la suspicion, de la crainte. Et dès que survient le moindre événement, il y a toujours l'idée de l'affaire Meyrat. On a eu quelques prises d'otages consécutives. On a eu des petits faits divers sur des écoles. Et immédiatement, le spectre de Meyrat ressurgit à chaque fois, même s'il n'y a pas lieu. De façon générale, quel est l'état d'esprit des policiers en région Midi-Pyrénées ? C'est d'avoir appris justement maintenant à cette capacité de réactivité, d'implication et de détermination qui a permis d'une part de loger Meyrat, de le localiser et d'intervenir. Et c'est surtout cette réactivité qui avait déjà marqué les policiers lors de l'affaire AZF dans un autre contexte, mais qui là, eu égard à cette affaire atypique, désormais a marqué leur esprit, leur motivation et leur détermination. Vu de l'extérieur, on a le sentiment que la région Midi-Pyrénées est plutôt calme. Est-ce que c'est une réalité ? C'est ce qu'on voudrait dire, comme on nous dit souvent, vous avez le soleil, vous avez la mer, la montagne, pourtant Toulouse est une plateforme tournante de tous les corporatismes, de tous les milieux, que ce soit des milieux salafistes, des milieux extrémistes, des milieux Iparétarac. Je veux dire, à Toulouse, tout est conditionné et effectivement, au niveau de la délinquance, des violences urbaines, on a notre lot quotidien et à l'instar de toutes les autres villes de France, Toulouse est particulièrement marquée et les chiffres et les statistiques, hélas, ne font qu'augmenter en ce sens et s'adapter, on va dire, à la délinquance nationale. Et quand on sort de Toulouse, est-ce qu'on est dans une région plutôt calme ? À l'extérieur du grand pôle toulousain, effectivement, c'est un petit peu plus calme, sauf que à cet effet, la délinquance aurait tendance un petit peu à s'exporter parfois. Et des zones un petit peu abandonnées ou sur lesquelles on a fermé des commissariats ou remplacé par des petites structures, c'est plus facile pour les malfaiteurs, souvent issus de Toulouse, d'aller commettre leurs méfaits dans la région et de revenir ensuite sur certains sites bien connus de la région toulousaine. Nous sommes toujours installés ici dans la région Midi-Pyrénées, sur les rives de la Garonne, et nous allons vous raconter une histoire qui s'est déroulée le 11 mai 2012. C'est un cueilleur aux champignons qui, soudain, va découvrir le corps d'un jeune homme de 19 ans. Ce jeune homme s'appelle Kevin, il est connu des forces de l'ordre puisqu'il est impliqué dans plusieurs affaires de trafic de stupéfiants. Immédiatement, les policiers vont penser à un règlement de compte qui se serait produit, mais ils sont bien loin de la réalité. Une réalité qu'ils vont découvrir au fur et à mesure que l'enquête va avancer, et vous allez le voir, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment une jeune fille sans histoire aurait, par vengeance, plongé dans la spirale de l'horreur. Il lui a dû lui faire quelque chose, mais tellement... Il lui a fait quelque chose d'horrible, parce qu'il lui a fait quelque chose d'horrible. Qu'il a blessé, qu'il l'a détruite. Nous sommes à Vic-de-Sauce, petit village de la région Midi-Pyrénées, à 20 km de la frontière espagnole. Ce hameau de 350 âmes est essentiellement peuplé de retraités.
C'est évidemment pas une zone où la criminalité est très importante. Avec de Sauce, c'est un petit village de fond de vallée, très paisible, très calme. Un peu fréquenté en été parce qu'il y a du tourisme, parce qu'il y a des belles balades qui partent de là. Un peu fréquenté en hiver parce qu'il y a une station de ski familiale qui attire un petit peu de monde. Le 11 mai 2012, un retraité du village part à la cueillette des champignons. Sa promenade le conduit sur un petit chemin forestier à 200 mètres de Vic de Sauce. Il se balade avec son chien sur un chemin qui est très peu fréquenté et le chien est attiré par un tas de branches. Et sous ce tas de branches, il y a un corps. Sous les branches, le retraité découvre, stupéfait, un crâne humain. Persuadé d'avoir découvert un cadavre, il compose, sous le choc, le numéro de la gendarmerie de Vic de Sauce. Ce retraité donne l'alerte, évidemment, et là, l'enquête démarre. L'enquête est alors immédiatement confiée à la brigade de recherche criminelle de Toulouse. Leur travail, désormais, découvrir l'identité de ce mystérieux cadavre. Pour les gendarmes de la brigade de recherche de Toulouse, c'est une enquête particulièrement difficile qui commence. Quand les gendarmes, alertés par le cueilleur de champignons, découvrent le corps, ils n'ont aucun indice. C'est un corps, d'une part, calciné, d'autre part, en état de décomposition. Il est à l'état de squelette. Il reste quelques lambeaux de tissu dont on ne sait pas si c'est des vêtements, si c'est un drap, ce que c'est exactement. Une identification particulièrement laborieuse. En quête d'indices, les gendarmes fouillent minutieusement tous les recoins de la forêt. Il y a une chevalière qui est retrouvée à proximité du corps. Un pied d'ailleurs, et c'est un des mystères, assez éloigné du corps. Est-ce que c'est une bête qui a dérangé le corps et l'a déstructuré? Est-ce qu'au contraire, c'est dans le cadre de l'assassinat proprement dit que cela a été fait? Évidemment, aucun papier d'identité, donc un corps extrêmement difficile à identifier. Les gendarmes interrogent alors le voisinage, à la recherche de pistes leur permettant de retrouver l'identité de ce mystérieux cadavre. C'est une enquête qui démarre très lentement. C'est une enquête qui est compliquée. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de témoins. C'est un chemin qui est très peu fréquenté. Et le corps est très abîmé. Mais en l'absence de témoins, l'enquête piétine. Il était très difficile de dater la mort de cette personne. Très difficile de savoir si c'était un homme ou une femme au départ. Enfin, très peu d'éléments pour attaquer cette enquête. Impossible de savoir depuis quand ce cadavre est caché sous les branchages. Seule une autopsie peut répondre à cette question. Le corps est alors transféré à l'Institut médico-légal de Toulouse. Et il faut attendre plusieurs semaines pour que les premiers résultats tombent. Il s'agit d'un jeune homme mort depuis plus d'1 mois. L'autopsie permet de déterminer qu'il s'agit d'un meurtre. Le crâne montre des traces de fractures par objet contendant, des fractures multiples, et le thorax porte des traces de coups de couteau. À présent, les gendarmes en sont sûrs. Ils sont face à une affaire d'homicide, particulièrement sordide. Mais rien, à ce stade, ne permet de mettre un nom sur cette victime. Le seul moyen d'identifier des restes humains comme cela, c'est l'ADN. Les gendarmes croisent alors les empreintes génétiques du mystérieux cadavre avec les fichiers des personnes condamnées par la justice. Entre le moment où il est découvert le 11 mai et le moment où le corps est identifié, il se passe 7 semaines. Voilà. Au bout de 7 semaines, le corps est identifié comme étant celui d'un jeune de 19 ans qui s'appelle Kevin Cellier. Le corps a maintenant un nom. Il s'agit donc d'un certain Kevin Cellier, un jeune originaire de la ville de Pamiers, située à plus d'1 heure de route de la scène de crime. Comment expliquer cette mort tragique? Pour les gendarmes, toutes les pistes
reste à explorer. À la section de recherche de Toulouse, les gendarmes, en charge de l'enquête, vont se pencher sur le profil de la victime afin de comprendre les raisons de ce crime. C'est un jeune garçon qui a un passé relativement compliqué, qui est fait de rupture avec sa famille à certains moments, avec la société à d'autres moments. Kimberley est une ex-petite amie de Kevin. Elle a été le témoin des moments de doute et de souffrance dans lesquels plongeait régulièrement le jeune homme. Depuis tout petit, il m'a toujours dit que voilà, il se sentait rejeté par sa famille, qu'il n'arrivait pas à trouver des amis sur qui compter, qu'il n'est pas forcément lui-même avec tout le monde, qu'il n'y arrive pas, qu'il porte toujours un masque. Il est malheureux, dans sa tête, il n'était pas forcément bien. Et justement, il se noie dans toutes ces histoires de drogue, de deal, d'alcool souvent. Un jeune à la dérive qui quitte très tôt le système scolaire et sombre dans la petite délinquance. Il fait quelques bêtises, c'est clair, des bêtises quand même suffisamment sérieuses pour qu'un juge des enfants le place dans un foyer à l'âge de 13 ans. Ensuite, il a été condamné à l'âge de 16 ans pour vol avec violence et à cette occasion, il a fait une peine dans un établissement pour mineurs. On ne peut pas dire que ce soit un délinquant avec un vrai casier, mais bon, c'est quelqu'un qui vit un peu en marge. Kevin est un jeune adulte qui a du mal à trouver sa place dans la société. Kevin était donc un jeune homme de 19 ans qui n'avait pas d'emploi, qui vivait plus ou moins trafic de cannabis, essentiellement pour payer sa propre consommation. C'était pas un trafiquant, il gagnait pas d'argent avec le trafic de stupéfiants. Ça lui permettait de financer sa consommation. Le jeune homme n'a pas vraiment de domicile fixe. Il dort principalement chez sa tante, à Pamiers, et squatte parfois chez des amis. Il part, il revient, il part. Il nous donne pas forcément de nouvelles. Quand il part, on le revoit que 2 semaines après. Il vient chercher de l'argent, il va se doucher, il repart. Enfin, il est toujours comme ça. Il voit pas l'avenir en fait. Il vit toujours au jour le jour. Et Kevin disparaît souvent, sans donner de nouvelles. Comme ce jour, du 20 mars 2012. Alors qu'il se trouve chez sa mère. Il reçoit un coup de fil dans la nuit, il s'en va, sans rien dire à personne. À partir de là, sa famille, en tout cas sa mère et sa sœur, n'ont plus de nouvelles de lui. Dans un premier temps, sa famille ne s'est pas inquiétée de sa disparition. Quelque temps auparavant, il avait eu une altercation assez sérieuse avec un dealer. Et il avait dit autour de lui, et notamment à sa demi-sœur Ludivine, qu'il avait besoin de se mettre au vert. Que c'était un peu chaud pour lui. Et donc, il avait parlé de Paris, il avait parlé de Marseille. Et donc, dans l'esprit de ses proches, il était sur le point de partir de la région pour quelque temps. Les jours passent et impossible de joindre Kevin. Parmi ses proches, l'inquiétude grandit. Il y a un souci, parce que, indépendamment du fait qu'il a disparu de la circulation, il ne donne plus de nouvelles par Facebook, il ne donne plus de nouvelles par voie téléphonique. Donc il y a véritablement une inquiétude qui naît. Cela fait maintenant 2 mois que le jeune homme a disparu. Lorsque le téléphone sonne chez la tante de Kevin, c'est pour lui annoncer sa mort. Le corps, retrouvé en Haut-Ariège, est bien celui de son neveu. Pour la famille, c'est un véritable coup de massue. Que faisait Kevin à Vic-de-Sauce, à plus d'1 heure de chez lui? Et qui a bien pu s'en prendre au jeune homme? À la brigade de recherche de Toulouse, le corps de Kevin vient d'être formellement identifié. Les enquêteurs savent à présent que la victime, connue des services de police, était un petit délinquant.
Et c'est cet aspect de sa personnalité qui va d'abord orienter l'enquête. Compte tenu du profil de Kevin, de son passé, les gendarmes sont plutôt à la recherche d'un règlement de compte entre dealers. Quand on m'a dit, voilà, Kevin il est décédé, il a pris des coups de couteau, j'ai tout de suite pensé à ça. Je me suis tout de suite dit, voilà, c'est une affaire de drogue, il n'a pas payé, ou il n'a pas, je sais pas, les histoires qui se passent. Je me suis dit que c'est ça au début, parce que voilà, Kevin, il est dans ce milieu un peu. Les enquêteurs auditionnent alors les clients et autres trafiquants qui auraient pu en vouloir à Kevin. Mais l'explication d'un crime lié à la drogue ne tient pas. Le jeune homme est un trop petit dealer. La piste d'un règlement de compte lié à un trafic de stupéfiants s'éteint d'elle-même. Mais ce qui intéresse à ce moment-là les gendarmes, c'est qu'ils ont analysé toutes les communications passées par le portable de Kevin les jours qui ont précédé sa disparition. Et donc ils vont resserrer leur enquête sur les dernières personnes à l'avoir vu. La brigade de recherche de Toulouse poursuit donc ses investigations sur l'entourage proche de Kevin, sa famille et surtout ses amis. Parmi les personnes qui sont interrogées dès le début juillet, il y a ces deux jeunes femmes, Laura et Cindy, chez lesquelles Kevin habitait depuis le début du mois de février. Les deux jeunes femmes habitent en colocation dans un petit 2 pièces à Saverdun, une ville à 20 km de Pamiers. Kevin dormait régulièrement sur le canapé. Les enquêteurs vont apprendre que Kevin Sellier, effectivement, a fréquenté Laura et Cindy, et ils déterminent qu'à partir de son portable, les derniers échanges téléphoniques qui sont intervenus intéressent directement Cindy Pereira. Ils avaient déjà entendu Cindy en tant que témoin, et puis ils décident de la réentendre. Notamment parce qu'ils se rendent compte que son téléphone portable est localisé sur les mêmes bornes de téléphonie mobile que le téléphone de Kevin, sur un moment qui pourrait être celui de la disparition. Le 27 juillet, Cindy est de nouveau convoquée par les gendarmes comme simple témoin. Elle serait la dernière personne à avoir vu Kevin Sellier vivant. Cindy Pereira, dans un premier temps, expliquera mensongèrement qu'elle ne l'a pas véritablement vu à l'occasion de cette journée. Et on sait, par les recoupements téléphoniques, par les autres auditions qui sont intervenues, que manifestement, elle n'est pas dans la vérité lorsqu'elle livre effectivement cet emploi du temps aux enquêteurs. Donc, quand les enquêteurs réinterrogent Cindy, ils ont des attentes. Et ce nouvel interrogatoire va porter ses fruits. Et ce jour-là, je crois, à la grande surprise des gendarmes, Cindy avoue avoir tué Kevin. Les aveux de Cindy font l'effet d'une bombe. Les gendarmes étaient loin d'imaginer que l'auteur de ce meurtre barbare était l'œuvre d'une jeune femme d'à peine 1,50 m. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise, car ce qu'elle va livrer est édifiant. Ils avaient rendez-vous le 24 mars. Il y avait donc Cindy, il y avait Kevin, et il y avait Johan, un ami de Cindy, et tous les trois devaient partir faire une balade en montagne. À la sortie de Vic-de-Sauce, ils ont pris une petite route qui monte vers un hameau qui s'appelle Goulier, et ils se sont arrêtés dans un petit chemin pierreux. Selon ce que dit Cindy, c'était un arrêt pipi. Johan se serait éloigné du véhicule pour se soulager, laissant Cindy et Kevin seuls dans la voiture. Celui-ci se montrera extrêmement pressant. Et Cindy dira, il lui a caressé la cuisse et elle va lui demander agressivement d'arrêter. Au lieu de s'arrêter, il va porter sa main à hauteur de sa poitrine. Entre les deux jeunes gens, la tension serait montée. Lorsqu'il lui aurait dit « tu n'es bonne qu'à ça », elle a vu rouge. Elle a pris une pierre qu'elle a ramassée près de la portière et elle lui a fracassé la tête avec la pierre. Celui-ci
qui se sent à son tour agressé, se serait saisi d'un couteau, l'aurait planté dans l'avant-bras de Cindy qui s'en serait servi pour se protéger, et elle parvient ainsi à le désarmer. Lui serait parvenu à s'extraire de la voiture. Elle le poursuit hors de la voiture, elle le fait tomber par terre, elle s'assoit sur lui, à califourchon, et elle le tue à coups de couteau. Johan, l'ami de Kevin, serait revenu à la voiture et aurait assisté, impuissant, à cette scène d'une rare violence. Il va assister à la fin de la lutte, et c'est-à-dire au moment où Cindy va poignarder Kevin. Cindy va lui demander de l'aider à dissimuler le corps, et il va accepter de l'aider à traîner le corps sur le bord de la route. Il dit encore que Cindy lui a demandé de l'aide ensuite pour brûler le corps, pour le faire disparaître, qu'il a refusé. Cindy aurait utilisé des produits inflammables, trouvés dans le coffre de sa voiture. Une opération délicate pour laquelle elle s'y prendra à 2 reprises. Elle est retournée sur place 2 jours plus tard avec du white spirit qu'elle avait trouvé chez ses grands-parents et elle a fini de brûler le corps de Kevin, seule. Suite à ses aveux, Cindy est tout de suite incarcérée à la prison de Seyss, près de Toulouse. Johan, lui, est mis en examen pour recel de cadavres. Alors, comment cette jeune fille, a priori sans histoire, a-t-elle pu commettre l'irréparable? Et surtout, quel est son mobile? Après avoir placé Cindy en détention à la prison de Seyss près de Toulouse, les gendarmes doivent à présent prévenir la mère de la jeune femme. Pour elle, c'est le choc. Elle est abasourdie. Sa fille ne peut pas être une meurtrière. Il lui a dû lui faire quelque chose, mais tellement. Il lui a fait quelque chose d'horrible, parce qu'il lui a fait quelque chose d'horrible. Qu'il a blessé, qu'il l'a détruite. C'est pas dans sa nature, c'est pas vrai. C'est impossible. Rien dans la nature de sa fille ne peut expliquer un tel acte. À 19 ans, elle consacrait en effet beaucoup de temps aux autres. Elle allait à Lourdes, elle allait pousser les malades qui étaient invalides, qui ne pouvaient pas marcher, qui ne pouvaient pas manger. Elle aime aider les autres. C'est sa nature. Et je pense que Cindy, c'était quelqu'un qui surcompensait l'investissement qu'elle pouvait offrir aux autres pour se rendre encore plus sympathique qu'elle n'aurait en réalité peut-être même souhaité l'être. Cindy est décrite par ses proches comme une jeune femme généreuse, qui a aussi sa part de fragilité. C'est quelqu'un qui présente un certain nombre de complexes. Dans sa relation aux hommes, je pense qu'il n'est pas anodin de retenir qu'elle retire d'une naissance compliquée des stigmates de paralysie faciale. À l'époque du meurtre, Cindy semblait traverser une période difficile. Elle venait d'abandonner ses études pour enchaîner les petits boulots. Elle travaillait dans une pizzeria, place du Capitole, à Toulouse. Elle a décidé de prendre son indépendance parce qu'en fait, on était souvent en conflit parce que j'étais pas d'accord avec le choix de ses amis, surtout. Donc elle est partie vivre en colocation avec sa copine Laura. C'est en vivant en colocation avec sa copine Laura qu'elle fait la connaissance de Kevin. Elle apprendra que Laura a eu une petite histoire amoureuse avec Kevin Sellier et que ce dernier a décidé, alors que Cindy Pereira partage cet appartement, de demander à Laura de l'héberger à nouveau. Et donc ce trio va devoir cohabiter au milieu d'ailleurs d'un certain nombre d'amis qui utilisent l'appartement occupé par les deux filles comme une base arrière pour passer leur soirée de manière quasi journalière. Des soirées arrosées où la drogue est souvent au rendez-vous. L'occasion d'une des soirées nombreuses
auquel Cindy devait nécessairement participer, puisqu'elle travaillait dans la journée, mais quand elle rentrait le soir, l'appartement était souvent surpeuplé. Il va se passer un drame. Alors qu'elle dort profondément, que la nuit est tombée, elle se serait réveillée avec Kevin Sellier sur elle, en train de la pénétrer. Cindy aurait repoussé Kevin et se serait réfugiée dans la salle de bain. Un viol pour lequel elle ne portera jamais plainte. Elle dit le lendemain ou le surlendemain, Kevin est venu vers moi et ça a fini de me convaincre en disant écoute, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, je ne le voulais pas, j'avais bu, c'est quelque chose qui ne se reproduira pas. Pour Cindy, c'est ce viol qui constituerait le mobile du meurtre. Pour les enquêteurs, reste à déterminer si Kevin s'en est vraiment pris à la jeune femme. A-t-elle agi par vengeance ou d'autres raisons plus sombres l'ont-elles poussé à une folie meurtrière? À la brigade de recherche de Toulouse, les déclarations de Cindy ne convainquent pas vraiment les enquêteurs. En l'absence de témoins et de plaintes, la thèse du viol ne semble pas crédible. Je vois mal quelqu'un se faire violer, considérer que c'est un viol et 2, 3 jours, 4 jours après partir en pique-nique, c'est-à-dire faire une sorte de fête dans la nature. Des accusations de viol que les proches de Kevin rejettent en bloc. À commencer par Kimberley, son ex-petite amie. Non, moi j'y crois pas du tout. Pour moi c'est impossible. Kevin le fait plusieurs fois, moi il a essayé de draguer des filles devant moi. Si elles veulent pas, elles veulent pas. Il va pas forcer la chose. Et il va partir, tant pis, c'est pas grave, il n'aura pas eu sa conquête de la soirée. Mais je veux dire, jamais il aurait fait ça. Jamais. Kevin, c'était quelqu'un de respectueux malgré tout. Et non, pour moi, c'est impensable. C'est un nouveau témoignage qui va faire basculer l'enquête. Laura, l'ex-colocatrice de Cindy, va faire des révélations surprenantes, très loin des explications fournies par son amie. C'est une jeune fille qui va dire mais moi je sais tout ce qui s'est passé puisqu'ils m'ont raconté la scène. Kevin avait, paraît-il, pu voler 400 € à une parente de la jeune Pereira. Elle était allée avec Laura et Kevin chez ses grands-parents qui habitent à Saverdun, à quelques rues de l'appartement qu'elle partage avec Laura. Et que là, chez les grands-parents, il y avait une enveloppe qui contenait 400 €. Et qu'après leur visite, l'enveloppe avait disparu. Et qu'évidemment, elle soupçonnait Kevin d'avoir volé cet argent. Kevin aurait alors été tué pour la somme dérisoire de 400 €. Ils l'ont amené dans la forêt, non pas pour le faire avouer, ce qui aurait pu être éventuellement compréhensible, mais au contraire, tout simplement pour le tuer, pour se venger. Un meurtre que la jeune femme n'aurait pas prémédité seule. Les gendarmes vont donc s'interroger sur le rôle de Joanne. Il semblerait en tout cas qu'il soit désigné plus comme participant à l'agression. Pour les enquêteurs, le mobile de Joanne reste trouble. L'ami de Cindy est un étudiant en mathématiques supérieures, apparemment sans histoire. Pourtant, ils vont découvrir une facette plus sombre de sa personnalité. Cet étudiant pourrait être un peu gothique, pourrait avoir des aspirations un peu morbides. Et on est dans une espèce d'assemblage de circonstances qui consisterait finalement à cumuler le mobile des 400 € disparus du côté de Cindy et un intérêt pour la souffrance d'autrui au niveau de Joanne. Une part d'ombre qui pourrait s'expliquer par sa fascination pour les jeux vidéo et les jeux de rôle. C'est un garçon qui, comme beaucoup, a eu des centres d'intérêt alors pour les jeux Heroic Fantasy ou des choses comme ça. Enfin, ça ne fait pas de lui un dangereux gothique. Mais à ce stade de l'enquête, aucune thèse n'explique concrètement les motivations de Joanne dans cette affaire. Il a été mis en examen pour assassinat, mais faute de preuves, il est laissé en liberté surveillée. Quant à Cindy, le cerveau présumé du crime, elle attend, derrière les barreaux, son procès. Je pense que dans ce genre d'affaires, la vérité, elle apparaît progressivement. On l'a vu, hein, il y a eu plusieurs
coups de théâtre successifs qui se sont succédés sur une période assez courte. D'ici le procès, il peut s'en produire d'autres, et sinon, il peut s'en produire au procès. Souvent, le procès, c'est le moment et le lieu où se révèlent les choses. Cindy a-t-elle agi pour se défendre? Ou s'agit-il d'un acte incontrôlé? Seul, le procès à venir permettra de connaître les véritables raisons de ce meurtre qui a fait basculer la vie de 3 jeunes gens. Nous sommes toujours installés ici en région Midi-Pyrénées pour Crime avec Didier Martinez qui est responsable syndical policier. Quels sont les faits marquants dans cette région Midi-Pyrénées au niveau de la violence, au niveau de la délinquance? C'est plutôt une délinquance familiale, une délinquance organisée, c'est plutôt du trafic? Le trafic, il y est, l'économie souterraine dans les quartiers, on a des zones sensibles, on a des quartiers difficiles, cette économie elle est là. Et d'ailleurs la police n'est jamais la bienvenue dans les quartiers, bien qu'on s'efforce d'aller systématiquement patrouiller, intervenir et mettre en œuvre tout pour mettre hors d'état de nuire ces trafics et interpeller les auteurs. Maintenant, effectivement, en termes de violence urbaine, chaque période d'émeute nationale a eu ses répercussions à Toulouse et on a vécu des périodes très difficiles et en tout état de cause au niveau national, qu'il s'agisse de véhicules incendiés au niveau de l'année ou même de la nuit du Nouvel An. Malheureusement, les chiffres toulousains sont extrêmement mauvais en ce sens. Quand on évoque la région Midi-Pyrénées, on pense au beau temps, on pense au soleil. Est-ce que ça a un effet sur la délinquance? Est-ce que par exemple la délinquance est moins forte ou plus forte en été quand il fait beau? Les nuits d'été, effectivement, sont souvent propices à envoyer des guet-apens, organiser des guet-apens envers les pompiers, envers les policiers. C'est de l'amusement, c'est du jeu peut-être dans ces quartiers, mais en tout état de cause, ce sont des nuits entières qui parfois dégénèrent et qui se transforment assez régulièrement en violence urbaine. La région Midi-Pyrénées, c'est le sport, c'est également les soirées, c'est les troisièmes mi-temps, c'est la fête. Est-ce que c'est l'objet de débordements? Pas des débordements, mais c'est l'opportunité, en tout cas pour certains, de justement commettre leurs méfaits. Les nuits de vendredi soir ou de samedi soir, les malfaiteurs, eux, sont parfaitement à jeun, et les prédateurs, on va dire, et eux, leur cible, ce sont ces jeunes qui font la fête et qui vont dans les centres-villes et sont vulnérables parce que parfois imbibés, alcoolisés, et donc les vols de portables, les vols de papier, de portefeuilles sont récurrents, et encore une fois, on s'aperçoit qu'on s'en prend très souvent à des personnes vulnérables, fragiles, et ils n'ont pas beaucoup de respect, on va dire, de la vie humaine parce que ces faits se commettent avec violence et l'intégrité physique des personnes n'a aucune valeur pour eux. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'être policier dans la région Midi-Pyrénées ? En Midi-Pyrénées et partout ailleurs, je crois, parce qu'on s'aperçoit que souvent on a affaire au même noyau dur de délinquants. Les individus sont interpellés, mis à la disposition de la justice et très souvent on s'aperçoit dans le cadre d'examen de leur casier, de leur cursus, qu'un jeune de 18-19 ans pour avoir été 20-25 fois interpellé est déjà mis à disposition de la justice. À cet âge-là et dans ces conditions, c'est parfois assez déstabilisant pour les policiers qui ne font que ça finalement. Alors est-ce que c'est bien normal d'interpeller, de remettre à la justice et de recommencer ce circuit? En tout état de cause, on peut s'apercevoir que le noyau grossit, c'est-à-dire que tout le monde a un petit peu le sentiment d'une certaine impunité ou de se dire je ne risque pas grand-chose après tout, et l'argent facile, c'est beaucoup plus simple à essayer d'organiser sa vie autour de méfaits et de commettre ces actions-là plutôt que d'aller se mettre au travail. Et malheureusement, c'est les policiers qui derrière tout ça doivent faire leur boulot. Crime est toujours installé en région Midi-Pyrénées. Nous allons vous raconter cette histoire qui s'est déroulée le 14 février 2011. Patricia Bouchon part faire son jogging. Comme chaque matin, c'est une mère de famille âgée de 49 ans qui est secrétaire dans un cabinet d'avocats. Elle ne rentrera jamais de ce jogging tragique. Et il est vrai que les éléments retrouvés par les enquêteurs laissent très vite redouter le pire. On va retrouver ses vêtements, on va retrouver également des traces de sang, mais aucune trace de son corps. Il faudra attendre 1 mois et demi pour que son cadavre soit découvert sous un pont dans une canalisation. Alors, que s'est-il passé? C'est ce que vont tenter de découvrir les enquêteurs. Voici notre document. Dans l'affaire qui suit, vous allez découvrir l'histoire d'une femme qui du jour au lendemain disparaît mystérieusement en laissant derrière elle une famille éplorée. Elle n'avait pas beaucoup de relations sociales, donc de par sa timidité aussi, je pense. Donc
Enfin, non, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un puisse lui en vouloir. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulouse. Le jour se lève à Bouloc, petite bourgade sans histoire de Haute-Garonne, à la croisée de la route des Vins, du Frontonnet. Bouloc est une commune qui a 4200 habitants et les gens, la population boulocaine vit au calme dans un environnement, vous voyez, qu'on peut dire verdoyant et très paisible. En ce 14 février 2011, comme chaque jour ou presque, Patricia Bouchon, 49 ans, part faire son jogging aux aurores, pour ne pas dire au milieu de la nuit. Patricia Bouchon, 49 ans, part à 4h30 de chez elle faire un jogging, chose qui est très habituelle chez cette femme, très connue comme étant très sportive, que de nombreux habitants du Frontonnet ont déjà vu parcourir les routes petit matin comme ça. 6h du matin, dans la maison familiale, Christian, le mari de Patricia, est lui aussi levé. Il attend le retour de sa femme, et une fois n'est pas coutume, Patricia tarde à rentrer de son jogging. Le 14, elle part faire son jogging, elle doit être revenue à la maison pour 6 heures, elle doit partir au travail, elle doit d'ailleurs mener son mari à l'aéroport, et puis elle ne revient pas. Ce matin, Christian Bouchon est pressé. Il s'apprête à faire un déplacement professionnel. Mais ne voyant pas sa femme revenir dans les temps, il commence à s'inquiéter et fait les 100 pas dans la maison familiale. Je dis, c'est bizarre, peut-être qu'elle est partie un petit peu plus tard faire son jogging et tout. Puis au bout d'une demi-heure, il a vu une ambulance passer devant la maison. Et donc il s'est dit, mince, ça se trouve, elle a eu un accident. Affolé à la vue de l'ambulance, Christian Bouchon prend sa voiture à la recherche de son épouse. Mais le parcours de sa femme est sinueux, difficile donc de l'apercevoir. Bouloc, on va pas dire que c'est un petit labyrinthe, mais ça reste quand même par endroits des petites forêts, des endroits quand même dignes de la campagne. Christian arpente les chemins boisés de la commune, ainsi que toutes les voies principales. Mais en vain, Patricia reste introuvable. De retour chez lui, sa femme n'a toujours pas donné signe de vie. Il commence alors à envisager le pire. Elle part faire un jogging dans la nuit, et donc évidemment j'imagine que dans sa tête la question c'est, a-t-elle été victime d'un accident? Christian Bouchon sent que quelque chose ne va pas. Patricia est partie sans son portable, et cela fait maintenant 1 heure qu'elle aurait dû franchir le seuil de la porte. Inquiet, il appelle les gendarmes afin de signaler sa disparition. Un peu plus d'1 heure plus tard, son mari téléphone à la gendarmerie de Fronton, où il signale sa femme n'est pas revenue. Quelques minutes plus tard, Carline, 25 ans, la fille aînée du couple vivant à Toulouse, est avertie de la disparition de sa mère. J'ai reçu un appel. Au bout du fil, j'ai eu un homme qui s'est présenté comme un gendarme de la gendarmerie de Fronton et qui m'a dit enquêter sur la disparition de ma mère. Pourquoi cette mère de famille, d'ordinaire si organisée, n'est-elle pas rentrée à l'heure? A-t-elle été blessée, voire renversée lors de son jogging? Ou pire, a-t-elle fait une rencontre malheureuse? Dans le petit village de Bouloc, il est 7h30 du matin, lorsque les gendarmes arrivent en urgence au domicile de la famille Bouchon. Ils prennent particulièrement au sérieux cette disparition. Il faut dire que la région a connu ces dernières années de nombreuses affaires similaires, restées à ce jour non résolues. Il y a ici, dans cette région, une sorte de sensibilité à ça. On a eu par exemple des disparitions d'enfants. La petite Marion Voigan, par exemple, à Agen. On a eu des disparitions de femmes, comme Suzy Viguier, dont on n'a pas retrouvé le corps, dont on ne sait pas si elle est morte. Donc il y a une sorte de sensibilité à ces disparitions. 50 000 personnes disparaissent par an, mais quand on disparaît après un jogging, qu'on n'a pas de raison objective de disparaître, eh bien il est normal que spontanément il y ait immobilisation. En quelques heures, les 4000 habitants de ce petit village voient débarquer tous les escadrons de la gendarmerie de Fronton. Ils quadrillent la commune et ses environs en délimitant un périmètre fidèle au parcours de Patricia. Tout a été très vite, effectivement. On a vu
des fourgons de gendarmes arrivaient sur Bouloc. Il y a eu un déploiement de forces de gendarmerie qui a été très important. Une disparition inquiétante qui touche les habitants de cette petite bourgade. Les Bouloquins eux-mêmes se mobilisent pour Patricia. Tous n'ont qu'un objectif, la retrouver. Ce qui nous a permis vraiment de réaliser l'importance de cette disparition, c'est de voir toutes les affiches de ma mère scotchées sur les arrêts de bus, dans les bureaux de tabac, les bars, les presses, enfin partout, quoi. Parallèlement aux recherches sur le terrain, les gendarmes s'attellent à la première phase de toute affaire de disparition inquiétante, l'enquête de voisinage. Ils interrogent donc les Bouloquins, spécialement ceux résidant sur le parcours de Patricia. Je crois qu'ils sont passés dans quasiment toutes les familles bouloquaines pour essayer de recueillir le moindre indice, la moindre information qui aurait pu les mettre sur une piste. Elle est aperçue vers 4h45 par un commerçant, un boulanger de Bouloc, qui va à son travail, puis plus rien. Cette information confirme que Patricia a bel et bien suivi son parcours habituel. Mais un nouveau témoignage va donner le ton de l'enquête. Une voisine dit effectivement, j'ai entendu vers 5h30 des gens parler dans l'impasse, j'ai entendu un homme qui semblait pleurer et je crois avoir entendu « excuse-moi, excuse-moi » et puis après plus rien. Un commerçant qui a vu passer la joggeuse en centre-ville, une violente dispute qui éclate dans une impasse. Il semble qu'il soit arrivé quelque chose de grave à Patricia. Et à ce stade de l'enquête, chaque seconde compte pour la retrouver vivante. Très vite, le procureur sollicite et obtient de la gendarmerie des hélicoptères qui fouillent. Très vite, on se pose des questions. En une demi-heure, 3/4 d'heure, on court 6, 8, 10 km au grand maximum. Et donc, on a un cercle autour de quoi fouiller. Pour les gendarmes, la disparition de Patricia n'est pas un cas isolé. En France, ces dernières années, de nombreuses joggeuses se sont volatilisées dans les mêmes circonstances. Souvent, des affaires criminelles à l'issue malheureuse. La presse va donc très vite s'emparer du drame. Une nouvelle disparition inquiétante mobilise des dizaines de gendarmes, cette fois dans un petit village près de Toulouse. L'affaire étant aussi très très fortement médiatisée, ça devenait une affaire nationale. La population est devenue très sensible à toutes les informations, à tout ce qui pouvait être entendu, recueilli sur l'affaire de Patricia Bouchon. La disparition de Patricia Bouchon fascine la France entière. Assailli par les journalistes, Christian Bouchon et sa fille Carline se terrent chez des proches. On s'est beaucoup protégé des médias, on n'a pas voulu se montrer, on n'a surtout pas voulu suivre l'actualité, ne pas voir ce qui était dit, pas voir d'images non plus. C'était beaucoup trop violent en plus de ce qu'on apprenait comme information de par la gendarmerie. À la fin de la journée, Patricia est officiellement portée disparue. Mais la raison de cette disparition reste encore incompréhensible. Avait-elle des raisons de prendre la fuite? S'est-elle blessée ou pire, a-t-elle fait la rencontre d'un rôdeur mal intentionné? « 24 heures après la disparition de la joggeuse de Bouloc, le procureur de la République active tous les leviers afin de la retrouver en vie. De nouveaux escadrons de gendarmerie abondent de toute la région Midi-Pyrénées. Le dispositif est désormais exceptionnel. Il y a plus de 300 gendarmes, des équipes cynophiles, des plongeurs, soit dans le canal latéral de la Garonne, dans tous les points d'eau. Les sous-bois, les vignes, les champs, les enquêteurs ne ménagent pas leurs efforts à l'affût du moindre indice. Leur travail va payer, en fin de journée, dans cette fameuse impasse à la sortie de Bouloc, la même
où avait éclaté une violente dispute quelques minutes avant la disparition de Patricia. Le 15 février, en fin de journée, il y a une grosse trace de sang qui est découverte donc à la sortie de Bouloc, dans une impasse en fait qui mène à 3 maisons. On découvre aussi rapidement chouchou, on découvre un piercing. Et puis on découvre aussi une boucle d'oreille. Donc des éléments probants qui montrent qu'effectivement, puisque tout ceci est là, il s'est passé quelque chose ici. Le sang est vite analysé, on va savoir rapidement que c'est celui de Patricia Bouchon. Et la quantité laisse craindre le pire. Il est désormais établi que Patricia Bouchon a été violemment agressée dans cette impasse. Carline et son père sont alertés aussitôt par les gendarmes. La gendarmerie est venue directement à la maison pour nous avertir de cet élément et puis surtout pour qu'on reconnaisse les premiers éléments qui ont été retrouvés sur ce chemin. Jusqu'à présent, Carline était parvenue à garder son sang-froid. Cette fois, après la découverte de ces premiers éléments, la jeune femme s'effondre. J'étais physiquement présente, psychologiquement complètement absente. Ça ressemblait tellement à un film d'horreur que c'était pas notre histoire, ça pouvait pas être l'histoire de ma mère, ça pouvait pas nous arriver à nous. Les enquêteurs vont faire une autre découverte, toujours dans cette impasse. Grâce au témoignage des riverains, les gendarmes trouvent des traces de pneus suspectes, pouvant appartenir au véhicule de l'agresseur. Lundi matin, mon mari, en sortant aller chercher le pain, en fin de matinée, s'est rendu compte qu'il y avait des traces de pneus vraiment au ras de notre portillon et que notre bordure avait été cassée parce qu'une voiture y est passée dessus. Du sang en grande quantité, les effets personnels et des traces de pneus suspectes, les enquêteurs n'ont plus l'ombre d'un doute. Patricia a été attirée dans cette impasse avant d'y être brutalisée. On pense au crime d'un rôdeur, on pense au crime d'un prédateur, le tueur en série. On peut penser à une histoire amoureuse qui tourne mal. N'a-t-elle pas une double vie puisque dans l'impasse, un riverain croit avoir entendu un homme pleurer qui dit « excuse-moi », qui procède par tutoiement. On se dit « tiens, il y avait donc une proximité entre l'agresseur et sa victime ». À l'affût du moindre indice sur cet agresseur, les gendarmes vont donc s'intéresser à la vie de Patricia, son caractère, son mode de vie et ses fréquentations. Rien n'est laissé au hasard. Elle n'avait pas beaucoup de relations sociales, donc de par sa timidité aussi, je pense. Donc non, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un puisse lui en vouloir. De nature réservée, Patricia et Christian Bouchon se sont installés à Bouloc, 2 ans avant le drame, pour y vivre en toute discrétion. C'est une famille qui vivait de façon très discrète, qui n'était pas mêlée à la vie vraiment associative. Elle travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'avocats, qu'elle habitait depuis 2 ans seulement sur Bouloc, que donc les gens la connaissaient très peu, femme discrète effectivement. Timide, discrète, réservée, pour les enquêteurs, il est bien difficile d'en savoir plus. À défaut de trouver des pistes dans sa vie sociale, ils vont logiquement se tourner vers son mari, Christian. Tout le monde est suspect, tout le monde est potentiellement coupable de quelque chose et lui-même a été interrogé, on a épluché, j'imagine, ses agendas, son emploi du temps. Il a été interrogé lourdement, puisqu'effectivement, c'est souvent les proches qui sont responsables de ce genre de drame. Et très vite disculpé, puisque ça n'avait pas de sens. Mais très vite, les enquêteurs s'aperçoivent que cet homme est brisé, meurtri par la disparition de sa femme. L'hypothèse de son implication ne tient pas la route. Malgré la bonne volonté des gendarmes, l'enquête semble être au point mort. Alors, vont-ils retrouver la joggeuse? Est-elle toujours en vie? Nous sommes au début du mois de mars 2011. Voilà 2 semaines que Patricia Bouchon n'a plus donné signe de vie. Les gendarmes savent que les chances de la retrouver vivante s'amenuisent de jour en jour quand ils recueillent un témoignage
qui va relancer l'affaire. Les enquêteurs obtiennent d'un chauffeur-livreur une remarque. Il a circulé dans le secteur vers 4h30, 5h du matin et il a failli avoir un accident avec une voiture Clio qui était tout feu éteint. Les gendarmes font immédiatement le rapprochement entre ce véhicule et les traces de pneus retrouvées dans l'impasse, là où Patricia aurait été agressée. Toutes les Clio du secteur, mais aussi des départements limitrophes, en tout cas tous leurs propriétaires, ont été convoqués à la gendarmerie et leurs véhicules fouillés à la recherche d'éventuelles traces de sang. Un travail de fourmi qui va mener les enquêteurs vers un homme, un habitant de Bouloc. On interpelle des gens. On interpelle par exemple un éboueur. Cet éboueur habite à Bouloc et vit avec sa mère propriétaire d'une Clio. Il est connu dans le village pour être marginal et traîne une réputation d'homme en mal d'amour. Et s'il habite le même village que Patricia, ce n'est peut-être pas un hasard. Cet éboueur circule dans ce quartier. Donc il est interpellé, entendu, il raconte sa journée, il raconte ce qu'il sait et en fait on s'aperçoit qu'il ne sait rien et qu'il n'y est pour rien. Les Bouloquins attendaient beaucoup de cette première garde à vue qui n'a rien donné. Mais les gendarmes persévèrent. Début mars, on interpelle une autre personne, un autostoppeur, pris donc en stop par un habitant, qui raconte qu'il était dans le secteur, qu'il a une Clio, et puis donc on le saisit, on se dit si c'est un rôdeur, peut-être est-ce lui le rôdeur. Et donc on l'interroge et on s'aperçoit très vite que c'est un toxicomane et qu'en fait il n'a pas de lien direct avec l'affaire. Au total, il y a dû y avoir peut-être moins d'une dizaine de gardes à vue, mais qui ont des pistes qui n'ont mené à rien. Le coup de filet des enquêteurs est large, mais leurs efforts ne sont pas récompensés. La famille Bouchon se tient informée de ces rebondissements avec la réserve qui les caractérise. Même si on a beaucoup d'espoir, on se méfie. Puis au fur et à mesure des gardes à vue qui ne donnent rien, on se méfie davantage sur le fait que ça puisse être le suspect, en tout cas le criminel. Et alors que l'enquête est au point mort, une découverte macabre va sceller le sort à tout jamais de la famille Bouchon. Elle était portée disparue depuis le 14 février dernier. C'est bien le corps de Patricia Bouchon qui a été découvert hier soir à Villematier en Haute-Garonne. À Bouloc, le corps découvert hier par un chasseur est bien celui de Patricia Bouchon, la joggeuse qui avait disparu le 14 février dernier. 6 semaines d'attente insoutenable avant que Carline et son père n'apprennent que le corps de Patricia a été dissimulé sous un ponton de la D71. On apprend qu'un cadavre, animal ou humain, a été découvert à 13 km de Bouloc. Et que, vu les circonstances, ça pouvait être le corps de ma mère. À la demande des gendarmes, Carline et son père se rendent là où le corps a été retrouvé. Après toutes les épreuves déjà traversées, depuis la disparition de Patricia, une autre de taille les attend désormais, l'identification du corps. Le corps était dans un état de décomposition tel que, pour nous, psychologiquement, c'était pas possible de le voir. Par contre, on nous a demandé d'identifier l'alliance qu'elle portait, ainsi qu'une de ses baskets de jogging. Et ma mère avait une alliance bien particulière. Comme toutes les alliances, je pense qu'on reconnaît vite. Donc, mon père a de suite compris, enfin on a de suite compris qu'il s'agissait bien d'elle. Son alliance si singulière, sa chaussure de sport, Christian comprend qu'il ne reverra jamais son épouse. Mais mon père s'effondre. Il a du mal à dire que oui, c'est bien les objets de ma mère. À ce moment-là, ben, évidemment, on se serre fort dans les bras l'un de l'autre, quoi. Et puis, on reste pas longtemps, c'est trop lourd. On rentre vite à la gendarmerie
pour porter plainte, cette fois-ci pour meurtre. Alors, que s'est-il passé ce jour tragique du 14 février 2011 ? Patricia Bouchon a-t-elle souffert avant de perdre la vie ? Et surtout, qui est l'auteur de ce crime barbare ? Pour les gendarmes de Fronton, les conclusions du rapport d'autopsie sont catégoriques. Patricia Bouchon est bien morte des suites d'une agression, d'une rare violence. Patricia Bouchon a été clairement battue à mort dans cette impasse le 14 février. On sait par contre donc qu'elle n'a pas été violée. Non, on ne cherche plus un rôdeur, on cherche un assassin. L'autopsie dit qu'elle est morte après avoir subi des coups, qu'elle est morte étranglée. Rouée de coups, étranglée, les légistes vont également découvrir un gant en latex, enfoncé, au fond de sa gorge. S'il y a un gant, il y a donc une volonté manifeste de tuer. Et s'il y a un gant, il doit y avoir aussi des éléments, traces, que ce soit des empreintes, que ce soit des ADN. En tout cas, on sait qu'il y a effectivement un morceau d'ADN qui a été retrouvé et qui, passé au filtre des fichiers de la gendarmerie et de la police, n'a rien donné. Donc la personne qui a tué n'est pas, en tout cas, dans les registres de la police et de la gendarmerie. Frappé lourdement, étranglé, puis étouffé. Des détails sordides qui ont malgré tout permis à la famille Bouchon de mieux comprendre ce qui s'était passé. Quelque part, on était fiers parce qu'on s'est dit qu'elle s'est défendue, qu'elle ne s'est pas laissée faire. Et quelque part, ça nous rappelle à quel point ma mère était forte. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle a dû souffrir, quoi. Si l'on en sait plus sur les circonstances exactes de la mort de Patricia, le meurtrier, lui, reste introuvable. Pourtant, pour les Bouloquins, cet homme, qui a su dissimuler un corps sous un ponton de la route des Vins, devait forcément connaître la région ou être un enfant du pays. L'agresseur est parti sur une des petites routes, des très petites routes. S'il ne les connaissait pas, je ne sais pas trop pourquoi il serait allé dans des coins comme ceux-là. Comment peut-on savoir que là-dessous, il y a un pont suffisamment profond pour y mettre un corps? C'est pas possible. Depuis la route, on ne peut pas le savoir. On ne peut le savoir que si on est de la région. Depuis la découverte du corps de Patricia, le 29 mars 2011, une dizaine d'enquêteurs de la section de recherche de Toulouse continuent de travailler sur cette affaire. Le 14 février 2012, un an jour pour jour après la disparition de Patricia, la commune de Bouloc organise une marche blanche afin d'honorer sa mémoire. Ce jour-là, effectivement, il neige, il y a à peu près 400 à 500 personnes qui sont réunies derrière la famille qui est en première ligne. On avait besoin de se recueillir ensemble en la mémoire de maman. Et puis rappeler que c'était un an jour pour jour que maman a été sauvagement tuée sur ce chemin. Au-delà des Bouloquins, c'est toute la région qui a répondu pour montrer sa solidarité, son attachement au drame que cette famille vivait. Des indices, des témoignages, un corps, des traces d'ADN. D'ordinaire, cela suffit pour élucider ce genre d'affaires. Les gendarmes ont eu peut-être au début le sentiment qu'ils allaient rapidement retrouver la personne qui a commis cet acte. Parce qu'il y avait des témoins, parce qu'il y avait la description d'une voiture, parce qu'il y avait la description d'un homme, parce qu'on a retrouvé le corps avec les indices sur le corps, des traces d'ADN sur les boucles d'oreilles, sur le chouchou que portait Patricia Bouchon, sur le gant peut-être qui était enfoncé au fond de la gorge de la victime, et que tous ces indices accumulés laissaient supposer qu'on allait rapidement retrouver l'assassin. Pour la famille Bouchon, sans coupable, difficile donc de faire le deuil de cette mère de famille, estimée de tous. Alors, l'instruction permettra-t-elle un jour de faire toute la lumière sur ce meurtre?
2 ans après la mort de Patricia, la vie a repris son cours à Bouloc. L'affaire est suivie par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse, qui depuis plusieurs mois semblent toujours dans l'impasse. Les enquêteurs travaillent toujours autant, ils lâchent rien. Je les sens toujours aussi convaincus de toute façon sur le fait qu'ils vont attraper un jour le criminel. Malheureusement, ça manque de témoignages et donc c'est quand même difficile malgré tout pour eux d'avancer sans de nouvelles grosses pistes. Une fois encore, la famille Bouchon est livrée à ses questions. Et à force d'attendre, Carline s'est fait une opinion sur ce tueur. De toute façon, étant donné qu'actuellement il s'en sort plutôt bien, ça paraît très logique qu'il a envie de recommencer sur quelqu'un d'autre. Alors oui, ça c'est lourd. C'est assez lourd de se dire que peut-être que si un jour on le retrouve, c'est peut-être parce qu'il aura commis à nouveau l'irréparable. C'est pas quelqu'un qui éprouve de la culpabilité. Et donc pour moi, forcément, s'il ne se sent pas coupable de son geste, c'est forcément quelqu'un de malade et de dangereux. J'ai du mal à croire que ça ne se reproduira pas, qu'il ne renouvellera pas un acte pareil. À 27 ans, la jeune femme a décidé de rester dans la région toulousaine. Son père, quant à lui, a préféré changer de vie. Ma famille fait comme elle peut pour avancer. Si elle va bien, c'est un bien grand mot. On ne peut pas aller bien après un traumatisme pareil, un drame pareil. Je pense qu'on garde tous en nous la force qu'avait ma mère et que de toute façon, même si on ne va pas forcément bien, il faut qu'on ait toujours la tête sur les épaules et la force qu'il faut pour continuer à avancer rien que pour elle. À ce jour, le mystère de la joggeuse de Bouloc reste entier. Et dans l'attente de la vérité, la famille de Patricia tente tant bien que mal de se reconstruire. Le meurtrier, quant à lui, est toujours en liberté.